BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et deux invités qui sont avec nous jusqu'à 18h. Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Et Alain Crouzat, le président de Montségur Finance. Alain, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est ce qu'on appelle une séance de résultats. Alors, je le rappelle, cette semaine, on va avoir des centaines d'entreprises en Europe, aux États-Unis, qui vont publier leurs résultats du deuxième trimestre. Et c'est vrai que c'est vraiment, il faut regarder ce qui se passe du côté des valeurs. Jean-Louis le disait, c'est parfois des sanctions positives ou négatives très importantes sur des grosses capitalisations. Là, je parle pas pour le coup de Sequana qui perd peut-être 20% aujourd'hui, mais LVMH qui gagne 8% sur une publication. Juste pour dire un mot pour Jean-Louis Cussac, effectivement, les pauvres gérants que nous sommes, on s'intéresse aux résultats des entreprises et dans une période qui était un peu compliquée, quand il confirme quelque chose qui n'était pas forcément évident dans la publication de résultats positifs, puisqu'on a vu tout au long du semestre se dégrader les estimations de bénéfices. C'est vrai qu'il y a un rattrapage qui se fait. Et puis derrière, au-delà des pauvres gérants, il y a des pauvres gérants d'indices qui courent après le papier. Donc les deux mélangés, ça peut faire des décalages importants aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est une séance positive dans son ensemble. On revient alors... techniquement non, mais précisément le CAC 40 là revient sur quasiment les niveaux de clôture du 23 juin. Donc il faut se rappeler. Alors là, c'était l'euphorie du Remain qui s'était emparé du marché, et quelques heures après, évidemment, ça avait été l'énorme déception du Brexit, qui a donc été entièrement corrigé là. Si on prend le CAC 40 comme référence. Effectivement, cette période trouble en termes d'anticipation et puis par la suite de réaction amène à revenir sur des fondamentaux, et par rapport au Brexit, il est certain qu'il y aura des éléments qui viendront troubler le jeu économique, mais dans l'état actuel, on ne connaît pas les réelles implications. Est-ce que on arrivera à un accord où, d'un point de vue économique et financier, les marchés ne sont pas trop perturbés? C'est sans doute cas ce que laisse penser ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. On est vraiment, alors, un peu plus d'un mois après le Brexit, mais pile poil un mois après le point bas qu'on a marqué. C'était le 27 juin dernier. Alors, le CAC était repassé sous les 4000. Les actions européennes, grosso modo, ont repris 12% là. Un mois après, qu'est-ce qui justifie, selon vous, Gilles, ce rebond assez rapide, assez violent des actions, et notamment des actions européennes? Oui, alors notamment, j'allais dire, des actions européennes, parce qu'effectivement, la plupart des indices sont au-dessus. Le Japon est au-dessus des niveaux pré-Brexit, pré-référendum, et idem pour les actions américaines. Qu'est-ce qui justifie? Je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait un côté, on avait presque acquis la certitude que le référendum allait bien se passer, donc effectivement cette euphorie quelques heures avant l'issue, et puis donc énorme déception forcément, et puis incertitude qui revenait sur le devant de la scène avec quid sur impact sur la croissance, sur la consommation des agents économiques, sur la confiance des agents économiques, la consommation par la suite. Il a fallu quelques semaines pour prendre connaissance de quelques indicateurs. On a eu des indicateurs dans les semaines qui viennent de s'écouler, en zone euro notamment, au Royaume-Uni, mais également en zone euro. Et c'est vrai que si on a eu on avait le sentiment que peut-être ça pouvait avoir une incidence à très court terme. Pour l'instant, en tout cas, pour les chiffres qui ont été publiés, on a certes eu un view qui était pas terrible. Ça, c'est la confiance des investisseurs en Allemagne. Voilà. En revanche, on a eu des indicateurs d'activité PMI en zone euro qui sont sortis vraiment de bonnes factures. Et même si il est clair qu'il y aura certainement des incidents, des impacts à venir dans les prochains mois. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont été un petit peu rassurés sur l'impact à court terme de cet épisode, ce qui explique, et puis accessoirement, voilà, on a une saison des résultats qui, aux États-Unis, c'est traditionnel, ça soutient plutôt généralement les marchés, mais en Europe, il semblerait, en tout cas, pour ce qu'on a aujourd'hui comme élément, il y a quelques bonnes surprises. C'est plutôt de bon augure, effectivement, après avoir eu une révision structurelle depuis plusieurs mois. Donc, c'est ça, oui. Enfin, des bonnes surprises sur des attentes très basses, parce que c'est toujours comme ça que c'est le cas aux US aussi. On avait bien ajusté les anticipations. Finalement, ça ressort un peu mieux que prévu. C'est traditionnel. En Europe, c'est aussi effectivement a priori. On a moins d'éléments pour l'instant en Europe, donc il faut garder un peu de raison garder, mais bon, a priori, il y a quelques bonnes surprises sur des sociétés cycliques, notamment. C'est plutôt de bon augure. Bon, et c'est toujours la question qu'on se pose après que le marché a fait moins 10 plus 10, et notamment pour les actions européennes, en retard par rapport à d'autres marchés. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut enfin espérer un rattrapage, une poursuite du rattrapage des actions européennes par rapport à d'autres marchés, notamment au marché directeur qu'est le marché américain, Gilles?
Oui, bien évidemment qu'on peut espérer ce type de rattrapage. Alors après, on a des marchés qui sont très très différents en termes de valorisation, mais également en termes de cycle économique. Les actions américaines sont chères, mais elles sont chères pour des raisons qui sont en tout cas jusqu'à présent jugées légitimes par les investisseurs. En Europe, on a une inflexion positive aujourd'hui qui se met en place. On peut avoir du rattrapage. En Europe, on a quand même aujourd'hui un nœud qui est le secteur bancaire, hein, qui clairement, je pense, coiffe un peu, peut-être à très court terme, mais on devrait être fixé assez rapidement. Hein. On a les stress tests qui sont publiés par la Banque centrale européenne vendredi soir. Il n'est pas impossible qu'on ait peut-être pas une résolution de la problématique bancaire, mais en tout cas une ébauche de résolution d'ici vendredi, qui peut redonner un peu de souffle au secteur bancaire, et ça pourrait être effectivement le catalyste suivant pour que la hausse se poursuive. Mais là, on est dans la conjoncture. Alain, le secteur bancaire, effectivement, hein, ça reste un gros problème. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'il y a un vrai risque systémique, ou en tout cas l'idée ou la perception d'un risque systémique qui est en train de se réinstaller là dans la tête des investisseurs? En tout cas, il y a une défiance. Moi, je ne le pense pas. Je pense que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et ce rattrapage qu'on a eu, alors que on avait sauté le pas dans l'inconnu par rapport à cette construction européenne qui était un peu la référence dans le modèle économique et l'espace dans lequel on vit, on voit qu'il y a quand même deux choses qui sont très marquantes dans les résultats des entreprises, qui derrière peuvent laisser espérer une croissance un peu meilleure des bénéfices. On a vraiment l'effet pétrole plein aujourd'hui. On le mesure, que ce soit dans les entreprises au niveau de l'efficacité, des consommateurs, parce que ça libère quand même du pouvoir d'achat. On a aussi l'effet plein aujourd'hui des taux d'intérêt très bas qui redonnent quand même du souffle. Maintenant, il nous manque effectivement ce moteur au niveau des banques. Aujourd'hui, entre les contraintes réglementaires, le fait que la BCE agit ou n'agit pas, à un moment donné, pouvoir injecter réellement dans l'économie réelle les capacités de crédit, c'est ce que tout le monde effectivement attend pour que le stress sur les banques disparaisse et que, d'un point de vue économique, on retrouve effectivement des moteurs de croissance. Et votre sentiment, pour parler de la crise bancaire italienne, c'est une solution politique qui sera trouvée. Il n'y a pas de raison que une résolution politique. Moi, je pense que c'est une solution politique. Il y a effectivement à mettre un certain nombre de garde-fous pour ne pas tomber dans les écuries d'Ogia par rapport à un système bancaire systémique. Mais on voit que l'encadrement, que ce soit des banques et même des assureurs, à travers Solvency 2, voire le prochain, il faut à un moment donné redonner de la visibilité aux acteurs économique qui crée de l'emploi et de la richesse. Qu'est-ce qui crée de l'emploi et de la richesse? Ce sont les entreprises et puis les consommateurs. Or, aujourd'hui, on interdit à ces deux acteurs importants pour aller nourrir l'activité économique d'aller sur ces classes d'actifs. Donc, je pense que là-dessus aussi, il faut libérer un peu les freins, et notamment les assureurs. Ça paraît invraisemblable qu'aujourd'hui, ils aient une limitation aussi importante par rapport à leur classe d'actifs en action et qu'ils soient encore à accumuler des dettes à taux négatif. Ça paraît absurde dans la période qu'on doit vivre. Vous parlez du pétrole, Alain, alors en disant qu'on profite effectivement à plein de la baisse du pétrole, même si le pétrole a rebondi effectivement un petit peu depuis le point bas de janvier. On reste quand même très en dessous des niveaux de $100. On avait fait quasiment $100 sur le pétrole, qui rebaisse. Gilles, juste pour redonner la mesure des choses, on était début juin, on était remonté à un peu plus de $52, je crois, pour le Brent et pour le brut léger américain. On est à $42 sur le WTI, donc on a perdu 20% là quasiment en quelques semaines. Et on a l'impression d'avoir un marché là qui redevient assez sensible justement à ces variations de prix du pétrole, alors que vraiment la corrélation s'était bien dissipée. La corrélation s'était peut-être aussi un peu dissipée parce que cette zone de $50, elle convenait un petit peu à tout le monde, aux producteurs, aux consommateurs, aux pays consommateurs. Et c'est vrai que c'était une zone d'équilibre qui était plus satisfaisante pour l'ensemble des agents économiques. Aujourd'hui, ça redevient effectivement un point d'observation des investisseurs. Et c'est vrai que si une tendance baissière se mettait en place, ça pourrait redevenir une zone de stress pour le marché. On n'en est pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu quelques publications sur des stocks, sur des effets stocks.
On voit aussi qu'il y a toujours cette problématique de croissance qui ralentit. Le Brexit rajoute effectivement aussi un peu d'inquiétude sur l'impact sur la croissance mondiale. Voilà, pour l'instant on n'en est pas là, mais effectivement ça reste un point d'observation très important et qui peut redonner du stress dans le marché dans les prochains mois. Mais l'idée qu'on retombera à 25 $, c'est pas encore le scénario central. Non, c'est pas le scénario central. Compte tenu de ce qu'on a comme élément en termes macroéconomiques sur la conjoncture mondiale, même si elle est ajustée à la baisse à la marge, on reste quand même dans un scénario plutôt de croissance. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire sur le secteur bancaire, on a eu l'enquête trimestrielle de la BCE sur les conditions d'octroi de crédit, qui laisse quand même espérer un petit peu de mieux en la matière, assouplissement des conditions de crédit aux agents économiques, ménages et sociétés non financières. Voilà, Monsieur Draghi a insisté aussi là-dessus et je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'on va pas laisser le secteur bancaire italien. Alors qu'on est en train de commencer à remonter un peu la pente et que ça commence à se voir dans les chiffres macroéconomiques. Ça paraît quand même difficilement envisageable de laisser tomber le secteur bancaire italien et de prendre un risque d'une nouvelle crise systémique. Bon, les banques italiennes qui souffrent évidemment beaucoup depuis le début de l'année. Il y a un autre secteur qui est en souffrance depuis le début de l'année, c'est le secteur automobile, qui a même été lourdement impacté par le Brexit. Dans les quelques heures et les 2 séances qui ont suivi le résultat du référendum britannique, c'est un secteur qui était particulièrement attaqué et qui depuis se reprend de manière assez spectaculaire, Alain, avec des publications là qui viennent valider peut-être aussi l'idée qu'on est allé trop loin à la baisse sur ce secteur automobile. Comment est-ce que vous regardez secteur? Est-ce que c'est un secteur là qui est digne d'intérêt pour l'investisseur et le pauvre gérant que vous êtes? Écoutez, oui, avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que on était plus à un moment donné sur les équipementiers et qui ont fait un beau parcours. Du coup, aujourd'hui, on s'est un peu allégé. On était plus revenu sur des constructeurs, notamment on a refait une ligne sur Renault. Mais de manière générale, pour reprendre ce qui s'est passé sur ce mouvement de l'automobile, il ne faut pas perdre de vue que, notamment par exemple en France, on a 2 constructeurs importants d'un point de vue mondial, mais en face de nous, et c'est pour ça que la réaction anglaise a été forte, c'est que on a un pays qui n'a plus de constructeurs, mais qui produit plus de véhicules sur son sol que nous avec 2 constructeurs mondiaux. Donc il y a eu cette inquiétude par rapport à ces productions. Comment elles seront traitées par rapport à des droits de douane ou pas demain. Donc c'était ça un peu, je pense, la réaction dans un premier temps. On verra dans l'évolution des négociations de la sortie de la Grande-Bretagne. Mais voilà, par rapport à ça, on a des acteurs qui ont montré à travers une rationalisation en permanence de leur outil de production, des nouveaux modèles, à travers les chiffres qui sont sortis, qu'ils étaient effectivement plus que résilients. Et puis ce qu'on disait, ils bénéficient pleinement d'un pétrole à moins de $50 et des taux d'intérêt où aujourd'hui le crédit est gratuit. Mais plus constructeurs, parce qu'il y a toujours la distinction entre équipementiers et constructeurs. Vous, l'histoire aujourd'hui, c'est plus celle des constructeurs que celle des équipementiers. Enfin, les équipementiers vous ont intéressé, mais aujourd'hui, c'est plus les constructeurs qui vous intéressent. C'est-à-dire que le parcours pour nous a été beaucoup plus significatif sur les équipementiers, et donc on revient un peu sur les constructeurs qui avaient été quand même malmenés sur le début de l'année. Bon, aujourd'hui, c'est Peugeot qui en profite très largement, plus 8%. On a Valeo également qui gagne 5%. Peugeot, enfin, c'est quand même une rentabilité record. Mais c'est Renault que vous préférez, vous, plutôt? Nous, c'était Renault, mais non, mais voilà. c'est pas tout à fait la même histoire. Enfin, non, c'est pas la même histoire. Voilà. Après, là, c'est plus par rapport à un fonds qui est plus value et où quelque part, rien que de par les participations que Renault a dans Nissan et autres, on a déjà, je dirais, l'assise même de la value qui correspond un peu à ce mode de gestion dans lequel est logée cette valeur. Le titre Renault qui profite de l'effet sur l'automobile également, avec une hausse de 3,5% des marchés européens qui vont clôturer en hausse. On va voir ça dans quelques instants, 2 minutes à peine, avec un CAC 40 qui gagne encore plus de 1%. Effectivement, le poids de LVMH là aujourd'hui qui prend plus de 7% est important et impacte positivement évidemment le CAC 40, un CAC qui revient à ses niveaux pré-Brexit. Alors je crois que on va pas forcément clôturer au-dessus de la clôture du 23 juin. C'était 4465 points précisément. On est un petit peu en dessous, mais à quelques points près, on est quand même sur les niveaux qu'on connaissait en séance le 23 juin avant le résultat du vote britannique.
17h30, fin de séance à vivre en direct ensemble dans Intégral Bourse, fin de séance pour les marchés européens. On est toujours avec nos invités en plateau et Jean-Luc Cussac qu'on retrouve pour marquer cette clôture chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, c'est vrai qu'il y a cette hausse des indices, il y a des hausses importantes sur certains titres au sein du CAC 40 notamment. Il y a des sanctions également, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais on peut dire un mot de Ingenico. Et il y a un chouïa plus de volume que d'habitude. Oui, mais est-ce que le contexte change du tout au tout? Non, je pense pas. D'ailleurs, le retracement qu'on a depuis 16 heures, il est relativement important. D'autres temps, avec la pression des ventes à découvert qui doivent se racheter, etc., on aurait pu largement continuer à progresser ou en tout cas maintenir les plus hauts de la séance. Et là, c'est pas le cas. On rebaisse, on est à 4436. C'est étonnant. 4436, c'est le niveau sur lequel j'étais placé ce matin vers 11h pour acheter sur un repli. Alors évidemment, à 17h30, je vais pas le faire, mais c'est un niveau d'achat, c'est vrai, en pur intraday, pour essayer même de tenter un coup sur après la séance. Mais on voit que ce marché, si vous voulez, tient sur pas grand-chose. Il y a vraiment peu il y a pas de programme d'achat de fonds, il y a pas de programme de fonds, etc. Ça tient sur rien. C'est très fragile, ça peut très facilement rebaisser. Je vois pas, si vous voulez, le moteur, il n'est pas là. De toute façon, la visibilité n'est pas là, donc je vois pas pourquoi il y aura un moteur. Les mouvements donc sont fragiles. La construction, si vous voulez, des différentes phases de marché est très fragile. On tient encore avec un contre-pied du Brexit, on va dire. Tout à l'heure, ça a l'air d'avoir perturbé Alain là, quand j'ai dit les pauvres gérants. Mais quand je dis les pauvres gérants, c'est un métier que j'ai fait avant lui, je pense, en plus, puisque j'ai dirigé une boîte de gestion. Et quand je dis ça, c'est pas pour me moquer d'eux, c'est au contraire, c'est un métier très difficile. Donc, et quand je dis les pauvres gérants, c'est dans des périodes comme ça, avec des variations de vol du tout au tout. On passe de 36 en plein Brexit, on descend à 29, ce qui est pas tout à fait logique quand ça perd 10%, qu'on remonte, qu'on descend, qu'on fait des gaps. Le gérant, il ira jamais plus vite que l'algo. C'est un métier vraiment très très complexe et j'en suis parfaitement conscient. Donc c'était dans cet esprit-là que je disais ça. C'est-à-dire je me mets à la place d'eux et je me dis waouh, c'est compliqué. Et de coller à des performances, de coller à des mouvements comme on a là, des reprises de 10%. Pouf. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont quelque chose de concret, c'est des résultats, alors ils réagissent, c'est normal, et c'est vrai que c'est pour ça, c'était pour expliquer la variation de volume très importante par rapport aux autres jours, alors que bon là il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pour ça que je pense que le contexte va rester vraiment identique. Je vois pas comment demain on va se dire ça va aller mieux dans les jours qui viennent et que ça va continuer. On va avoir encore des réactions très ciblées sur les résultats et pas tellement sur l'économie en général. On va voir ce qui se passe à Wall Street. Vous restez avec nous, Jean-Louis. On va retrouver nos invités en plateau également. Et Sabrina, du côté du Nasdaq. Intéressant de voir l'évolution de la séance américaine, notamment après la publication des stocks hebdomadaires de pétrole qui ont fait réagir les cours du pétrole, justement, et qui ont eu un impact, semble-t-il, sur les actions américaines, Sabrina, sur les indices en tout cas. Oui, effectivement, on perd désormais 1,7% sur le baril de brut après cette hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole. Et effectivement, si on regarde un petit peu l'évolution des indices américains, tout a changé après la publication de cette statistique. On est désormais dans le rouge sur le S&P 500, moins 0,2%, avec toutes les valeurs du secteur qui sont tout particulièrement affectées. Vous avez le Dow Jones qui désormais est dans le rouge, 18 471 points. En revanche, du côté du Nasdaq, ça ne bouge pas trop. On est toujours sur un gain de 0,5%. Si on regarde le cours depuis le début de la séance, ça ne bouge pas trop du côté de l'indice. Séance marquée donc par ces prix du pétrole, par des statistiques bien sûr. On a eu des données concernant le marché immobilier avec les ventes de logements en cours qui ont grimpé de 0,2%, moins que prévu sur le mois de juin. On a eu surtout les commandes de biens durables qui ont reculé de 4%. C'est une baisse qui est beaucoup plus marquée que prévu. L'actualité entreprise, bien sûr, quant à elle, est marquée par ces publications de résultats avec les chiffres notamment d'Apple, plus 6,6% pour le titre après des données supérieures aux attentes, avec certes une baisse du résultat net, mais des ventes, un résultat net qui reste supérieur au consensus. Vous avez Boeing qui publie sa première perte en 7 ans, mais une perte qui est beaucoup moins lourde que prévu, qui est marquée par une charge exceptionnelle. Le groupe avait prévenu les investisseurs. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien pour Coca-Cola. Le titre perd
3%, ou encore Twitter qui chute de 12% après la publication de ses résultats. En attendant ce soir, bien sûr, Facebook. Facebook, effectivement, ce sera le rendez-vous après clôture à Wall Street et puis le communiqué de la Fed, évidemment, dans 2h30. Maintenant, la clôture des marchés en Europe, c'est maintenant avec un peu plus de volume que d'habitude. Des secteurs en vedette, le secteur automobile notamment, qui se reprend encore de manière importante aujourd'hui. Peugeot qui clôture en hausse de 9% en tête du CAC 40, évidemment, après ses résultats semestriels. Valeo gagne 5,5% après sa publication également. On a le luxe avec LVMH qui se distingue sur ses résultats et ses prévisions. Le titre gagne 7,5%. Airbus qui publie également gagne 4,5%. Et puis en dehors du CAC, on a également de belles choses. Atos par exemple qui a relevé l'ensemble de ses objectifs. Le titre gagne 8,5%. ST Micro plus 10% après publication. Ipsos plus 9%. Ailleurs en Europe, on notera Telecom Italia qui bondit de 10% après sa publication. Et puis il y a quelques sanctions, effectivement, un marché très exigeant vis-à-vis d'Ingenico. Le titre recule de 9% après pourtant avoir publié des résultats en ligne et confirmé ses objectifs sur l'ensemble de l'année. Ça ne semble pas être suffisant pour les investisseurs aujourd'hui. Et puis on parlait du secteur bancaire avec nos invités. Deutsche Bank. On sait que c'est une banque qui concentre un certain nombre de problèmes et que sans doute des efforts de restructuration supplémentaires sont à venir. Le bénéfice est quasiment tombé à zéro, légèrement positif sur le trimestre écoulé, et Deutsche Bank qui recule d'un peu plus de 3% cet après-midi en Europe. Le CAC à l'arrivée gagne 1,2%, 4446 points avec des volumes effectivement un peu plus étoffés que les dernières séances. On est à 3,2 milliards échangés sur le CAC via les plateformes d'Euronext. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française, Alain Crouzat, président de Montségur Finance, et on est toujours en duplex également avec Jean-Luc Hussac chez Perceval Finance Conseil. Les volumes d'activité, là, à peine 2 milliards d'euros sur le CAC 40. Enfin, est-ce qu'on peut redonner un peu de perspective par rapport à ça? Parce que alors, avant la crise financière, c'était quoi? Des séances 5, 6, 7 milliards, c'était ça, Alain, oui. La moyenne des volumes quotidiens sur le CAC? Oui, il faut voir qu'on est quand même fin juillet, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément présents. Après, en termes de volume, il est certain que ce que disait Jean-Luc Hussac sur les perspectives et les croissances bénéficiaires des entreprises, elles doivent se traduire ensuite par des flux qui sont effectivement des plans de programmes d'achat des gérants. La désaffection effectivement sur les placements de manière générale. On a vu le regain qui a été important sur l'immobilier et le volume des transactions avec ces taux d'intérêt bas. On verra peut-être effectivement avec une rémunération des taux qui est franchement négatif par ce qu'il affiche aujourd'hui, peut-être effectivement une réallocation un peu plus importante sur les marchés actions et donc des programmes d'investissement qui pourront venir. On a parlé aussi des règles des assureurs, un certain nombre de choses. Donc oui, des acteurs de fonds qui doivent revenir sur ce marché, qui amèneront les flux et qui ne laisseront pas les marchés effectivement au gré de la volatilité, des humeurs des uns et des autres qui effectivement viennent forcément quand on a des marchés qui sont cotés en continu 24 heures sur 24. Oui, c'est une hausse des actions européennes qui se fait alors que les flux qu'on mesure de manière quotidienne ou hebdomadaire continuent de sortir d'Europe et des actions européennes notamment. Oui, c'est vrai. Alors on avait eu une petite inflexion et puis c'est vrai que ça reste quand même assez modéré. Après, il y a cet effet effectivement saisonnier. On est aussi une semaine quand même très très riche en attente, en résultats. On a parlé des résultats des entreprises. On a la Bosch vendredi, enfin la Banque du Japon vendredi, dont on attend possiblement de nouvelles mesures d'assouplissement. Voilà, on a la réunion de la politique monétaire de la Fed ce soir, avec quand même beaucoup d'attentes autour de ce que pourrait dire Janet Yellen sur la possibilité de remonter les taux en septembre, en décembre. Voilà, on y est. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va être dit. Donc, il y a quand même on a les stress tests donc des banques vendredi. Tout ça milite pas non plus pour des prises de position très agressives des investisseurs. En revanche, si on a effectivement eu un bon déroulé sur cette semaine sur ces différentes échéances, il est possible qu'on ait une continuité d'un mouvement haussier parce que les gens sont peu investis en actions européennes, parce que la classe d'actifs, même si elle est pas cadeau, mais elle est pas non plus très chère par rapport à beaucoup d'actifs qui se sont quand même bien revalorisés ces derniers mois. Classe d'actifs émergentes, le crédit, voilà.
Donc voilà, il y a effectivement encore un petit peu de place, mais il y a aussi des échéances qui vont jalonner ce parcours. C'est ça. On attend des réponses à des questions importantes autour d'un certain nombre de risques. Jean-Louis Cussac, sur le potentiel encore du marché, parce que, enfin, je regarde assez basiquement un graphique qui remonte jusqu'au début de l'année. Chaque fois qu'on arrive autour de 4500 points sur le CAC, je fais pas d'analyse technique comme vous, mais généralement ça a été le plafond. Hein. C'était pour mieux redescendre après. Ben, la question qu'on doit se poser aujourd'hui en tant qu'acteur de marché, que ce soit gérant, spéculateur ou autre, mais c'est de se dire bon, est-ce que le marché peut aller à 4006, 4007. Donc c'est si je crois que le marché peut y aller que je vais payer 4450, 4500. Après, c'est qu'est-ce que je pense que vont faire les autres acteurs, parce que tout est important dans cette affaire. On peut pas avoir raison seul dans son coin. Donc à toutes ces questions, si vous voulez, la réponse elle est trop aléatoire. Les probabilités d'avoir raison de penser que le marché va aller à 4007 dans les mois qui viennent, je dirais que c'est 50-50 entre 4007 ou 4100. Tout dépendra de nouvelles comme ça qui vont nous tomber dessus. Donc c'est cette incertitude qui fait, c'est toutes ces incertitudes qui font que les acteurs comme ça sont hyper méfiants, avec beaucoup de liquidités pour certains qui eux sont plutôt négatifs mais qui sont structurellement acheteurs, d'autres qui vont plutôt même shorter, pourquoi pas. Mais quand ils shortent, ils amènent, si vous voulez, un flux de rachat quand ils commencent à avoir tort sur des périodes comme en ce moment, avec des marchés qui sont repris assez fortement. Et on voit ce désintérêt quand même global sur l'euro-dollar. On voit bien que là également, il est autour d'un 10, il se passe rien. Ça fait des jours que l'euro-dollar est à 1, 0,9, 60, 80, 70, et puis il remonte à 1, 10, 10, 20, 30 hier, et puis il rebaisse, et puis il remonte, et puis voilà, il n'y a pas de direction. Alors on reste sur une baisse, mais il n'y a pas de direction vraiment forte, et que ça. Vous voyez, le futur là, il est en train de baisser. En ce moment, bon, il suit New York à cette heure-là. Ça, c'est vraiment dans le vide. En d'autres temps, avec vraiment de l'intérêt, le marché, je vous disais tout à l'heure, il n'aurait pas retracé comme ça. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à une poursuite de ce contexte d'hésitation. Malheureusement, je pense que ça peut durer très longtemps, parce que, encore une fois, tout le monde le sait, hein, la visibilité est faible, et tout le monde est méfiant, tout le monde a des liquidités, prêt à payer si ça va un petit peu mieux sur des dossiers, comme on a vu aujourd'hui, et c'est violent. Parce que, évidemment, tout le monde réagit en même temps. Et on aura aussi des violences sur des baisses, comme aujourd'hui avec Ingenico. Sequana, c'est quand même un dossier un peu pourri, mais Ingenico, c'est quand même un dossier au départ de qualité. Bon, le Brésil pose un problème, mais voilà, ce sont des réactions, et il va falloir s'attendre à ça encore, extrêmement violentes. La vol générale du marché, elle est repassée à 16, là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une inquiétude. Ou alors, on est inquiet structurellement, et après tout, on en a vu d'autres, et on se dit, bon, de toute façon, je vais pas acheter de la vol, je vais pas acheter de l'assurance, parce que, de toute façon, j'ai déjà pris mes précautions, j'ai des liquidités, je suis prêt à absorber un choc, mais aussi, je suis prêt à acheter sur des points bas, pourquoi pas. Un mot effectivement, alors je sais pas si vous voulez parler de Sequana, Alain Crouzat, on en a déjà parlé avec vous, mais Ingenico quand même, enfin, qui fait partie des bons élèves. Je regarde la publication, résultats en ligne. Oui, il y a des effets de change, enfin des effets de devise, mais les résultats sont conformes, les objectifs sont confirmés. Enfin, je dis pas que ça mérite un 20 sur 20, mais normalement c'est quand même minimum la moyenne quand on remplit les objectifs comme ça. Et le marché donne un moins 10 là. Oui, Ingenico. Je pense que effectivement la correction est sévère. Hein. Je pense qu'aujourd'hui on en a repris. Je pense que pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, un des éléments qui moi me laisse penser que on pourrait plutôt sortir vers le haut. Parce qu'on voit quand même que dans un contexte très anxiogène de tout ce qui nous entoure, on arrive quand même à passer ces moments-là et des marchés qui restent quand même dans des niveaux significatifs. Le premier moteur, il sort effectivement aujourd'hui avec les résultats qui sont plus au-dessus de ce qu'on attendait. Le deuxième moteur, on l'a vu sur quelques opérations, mais on avait eu une panne pendant les quelques mois précédents. Ce sont les OPA et la concentration. Et là-dessus, s'il y a un acteur qui à un moment donné donne un prix au marché, ce sont quand même les entreprises. Quand les investisseurs ne savent pas ou sont dans le brouillard, s'il y a un moteur dans le marché, ça peut venir effectivement des entreprises qui peuvent, avec des taux d'intérêt aussi bas, trouver des financements et la possibilité de racheter des parts de marché des concurrents. Et ça, je pense que c'est un moteur qui viendra sur la deuxième partie de l'année.
Messieurs, vous restez avec nous, on va marquer une dernière pause. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous pour nous faire vivre cette clôture du CAC. Le CAC qui termine en hausse de plus de 1%, donc ce soir 1,2%. 4446 points avec un peu plus de volume que d'habitude, effectivement. C'était une grosse journée de publication de résultats d'entreprise. Il y en aura encore des grosses journées de publication, mais aujourd'hui ça a attiré un peu plus de volume que d'habitude. 3,2 milliards échangés à Paris. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités, Alain Crouzat, président de Montségur Finance, et Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française. Gilles, les banques centrales, on est en pleine séquence. Il y avait la BCE la semaine dernière, la Fed qui rendra son communiqué ce soir, Bank of Japan, et puis ça même jusqu'à début août, puisque la très attendue est également Bank of England. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que ce sont des enjeux importants encore là pour les marchés, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui passe un peu au second plan désormais? Non, je pense pas que ça passe au second plan du tout. On a simplement, je pense que les grandes banques centrales sont mis un petit peu en position d'observation, position d'attente, compte tenu du référendum britannique. Et d'ailleurs, Monsieur Draghi a bien laissé entendre que voilà, pour l'instant, on sentait qu'il y avait une petite amélioration, mais qu'il fallait se laisser un peu de temps pour observer les choses dans les prochaines semaines, prochains mois. Il est clairement pas improbable qu'on ait de nouvelles annonces de la part des banques centrales, que ce soit la Banque du Japon probablement vendredi matin, et la Banque d'Angleterre effectivement le 4 août, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Voilà, la Banque centrale européenne se tient prête à agir de nouveau. Le message est quand même assez clair. Donc non, on est loin ça reste des séquences très importantes pour les investisseurs aujourd'hui. Voilà, on va. C'est susceptible d'être des catalyseurs pour les marchés comme ça l'a pu l'être ces dernières années, ou est-ce qu'au contraire, à travers le rebond d'ailleurs qu'on a connu, c'est qu'on a déjà intégré d'une certaine manière ces actions à venir de la part des banques centrales, qui seraient un peu des non-événements d'une certaine manière? Oui, c'est toujours compliqué, mais effectivement, ça reste quand même pas des non-événements, et on le voit bien sur le marché japonais typiquement. On avait une rumeur comme quoi finalement il y aurait pas d'annonce spécifique. Le marché a quand même pris un petit peu baissé. Cette nuit, on a un article de presse qui nous dit l'inverse. Le marché rebondit fortement. Donc c'est clairement pas des non-événements pour l'investisseur. Voilà. Après, je pense que le principal catalyste aujourd'hui, ça va être, c'est ce soir effectivement, Madame Yellen. On pense pas qu'elle l'annonce, on pense plutôt qu'elle va attendre Jackson Hole au mois d'août pour effectivement donner le là aux investisseurs, pour leur donner, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça en fait, on essaie de guider les investisseurs vers ce qui va être fait. Aujourd'hui c'est peut-être un petit peu tôt pour le faire compte tenu justement de la proximité du référendum britannique. Je pense pas qu'on ait quelque chose de très spécifique ce soir. On devrait avoir un discours toujours assez accommodant. Voilà. Après, il est probable que voilà les ajustements en fait sur les prévisions de hausse des taux directeurs c'était complètement effondré après le référendum. C'est un peu remonté. Voilà, c'est quand même nettement remonté. On est passé à 40 fin d'année. Ouais. Je crois qu'il y a quelques grandes maisons qui ont relevé, qui ont changé un peu leur fusil d'épaule ces derniers jours. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser guider tranquillement. Ça reste quand même très très important. Je pense que voilà, on est sur un élément non marginal. Et vous parliez de Jackson Hole, c'est le grand rendez-vous des banquiers centraux organisé par la Réserve fédérale américaine. C'est dans le Wyoming, je crois. Oui. C'est ça, Jackson Hole. Et pourquoi c'est important? Parce que ça a été utilisé, ce rendez-vous a été utilisé notamment par Bernanke pour faire un certain nombre d'annonces au marché. Donc en dehors de toute réunion et de toute conférence de presse suite à des réunions de politique monétaire. Donc effectivement, c'est un rendez-vous qui sera important. Je vous pose pas de questions sur les banques centrales, Alain Crouzat. Non, parlons du secteur du tourisme. Vous voulez parler alors des valeurs emblématiques du secteur du tourisme en France, Accor et Air France. Air France d'ailleurs qui entame une semaine de grève aujourd'hui. Voilà, on a de l'actualité sur ces deux titres et ils sont assez intéressants parce que ils sont un peu représentatifs du tissu des entreprises qu'on peut avoir cotées à la Bourse de Paris. On a Accor qui est une histoire entrepreneuriale très forte qu'on a vu se développer et puis qui, à un moment donné, les actionnaires historiques ont quitté le bateau et on a vu des financiers arriver. Et en l'occurrence, avec Sébastien Bazin, on a vu la transformation d'un investisseur en dirigeant. Et il dirigeait Colony, c'est ça, voilà. Où il était Colony, et il est passé du rôle d'actionnaire au rôle de dirigeant, voilà, manager. Donc on pouvait avoir quelques inquiétudes sur effectivement la capacité à aller et à mettre en place une stratégie qui
pouvait être d'ailleurs au départ mal compris, puisque ce qu'il pouvait dire quand il était actionnaire n'était pas la même chose que quand il a fait exactement l'inverse de ce qu'il disait en tant qu'actionnaire quand il est arrivé au poste de manager, notamment sur la question de l'immobilier. Mais il faut reconnaître que voilà, l'intelligence, c'est de savoir à un moment donné reconnaître la réalité des faits et des choses. Et donc il a vu qu'effectivement, à travers Accor, le métier c'était l'hôtellerie tel qu'il l'a défini, non pas aujourd'hui un agent immobilier. Et donc cette fonction immobilière, elle est en train de sortir. Et dans beaucoup de domaines, on verra ce phénomène se mettre en place. Et parallèlement à ça, il y a une stratégie qui est mise en avant sur des métiers qui ne sont pas faits aujourd'hui par le groupe et qui seront demain des vecteurs de croissance. Donc on voit à travers... la conciergerie. Non mais voilà, il rachète John Paul aujourd'hui, qui est un des leaders justement de ces services de conciergerie. Il rachète des sites qui sont des concurrents d'Airbnb. Donc il va effectivement sur des domaines où demain, n'étant débarrassé de l'immobilier, il pourra proposer des appartements ou des villas, un certain nombre de choses d'exception qui sont de l'hôtellerie et où les gens seront amenés effectivement à avoir cette différence de produits et avec toute la qualité du service hôtelier qui pourra venir, et la conciergerie en est un des aboutissements. On l'écoutait tout à l'heure, c'était il y a quelques semaines, fin juin, lors de sa participation, Sébastien Bazin, au Grand Prix BFM des services. Il dit dans 5 ans, Accor, 30% du chiffre d'affaires d'Accor sera le fruit de métiers que nous n'avons jamais fait encore ces 50 dernières années. Tout à fait. Et donc là, on voit un groupe qui est en marche. On voit effectivement un dirigeant qui donne une vision stratégique et en bourse, effectivement, des actionnaires suivent. À l'inverse, on a une société comme Air France qui va de Carrie en syllabes et qui effectivement fait l'actualité aujourd'hui. Pourquoi Air France fait l'actualité? C'est qu'elle fait une grève. Qui dit Air France dit grève. Donc aujourd'hui, c'est plus l'image, elle est à ce niveau-là. Oui, enfin les difficultés. Enfin, il y a eu des profit warnings chez Lufthansa. Enfin voilà, on va dire quand même au-delà du problème intrinsèque. Il y a eu des profit warnings sur effectivement des bénéfices qui à un moment donné fait que une conjoncture qui m'abonne. Mais Air France aujourd'hui publie des bénéfices grâce à l'effet pétrole, mais à aucun moment grâce à une politique qui à un moment donné a remis les gens dans cette entreprise et notamment le personnel volant face à la réalité du monde d'aujourd'hui. Pourquoi on écrit à une encablure des histoires comme Ryanair ou EasyJet et que nous, on a effectivement une entreprise où l'État est encore présent et où il a un rôle politique désastreux à travers des nominations de dirigeants qui n'ont pas su prendre la mesure de ce secteur, qui fait qu'aujourd'hui, on a une société qui cumule les retards, les pertes et qui n'a pas vu la vision de la stratégie de demain. Donc le dossier, la recovery, comme on dit dans votre métier, le retournement d'Air France, c'est pas... Le retournement d'Air France, non. Alors, par rapport à un fonds value, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, pourquoi... Moi, ce que j'espère, c'est presque un dépôt de bilan, qu'on fasse le ménage et qu'on nettoie à travers cette société, qu'on redonne aux actionnaires la valeur, effectivement, d'un certain nombre d'actifs qu'il y a dans la société et que par rapport au personnel, on choisisse ceux qui veulent vraiment vivre demain une vraie aventure pour aller créer de la richesse. Bon, Air France qui publiait effectivement aujourd'hui, le titre ne fait pas grand-chose ce soir, moins 0,7% dans un marché, des marchés en Europe qui ont clôturé en hausse, et notamment les CAC 40 en avance par rapport à d'autres marchés européens grâce à LVMH, le titre LVMH qui bondit de 8% et donc le CAC qui gagne 1,2% ce soir. Comment est-ce que les choses évoluent à Wall Street? Sabrina, on vous retrouve sur place au Nasdaq, des marchés américains un peu nuancés. Avec un Dow Jones qui est désormais sur les plus bas niveaux de la séance. On recule de 0,1%. 18 457 points sur l'indice. Le Dow Jones, le S&P 500, de son côté perd 0,2%. On est à 2164 points. Quant au Nasdaq, eh bien, on reste sur un gain, plus 0,5%. Le Nasdaq qui ne bouge pas trop depuis l'ouverture. Pour les autres indices, c'est un petit peu différent. Le Dow Jones et le S&P 500 avaient ouvert la séance sur une belle progression. L'inversement de tendance, eh bien, c'est notamment suite à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, des stocks qui sont sortis en hausse la semaine passée, ce qui pèse sur les valeurs du secteur. Le pétrole d'ailleurs qui perd pratiquement 2% à New York, dans une séance marquée bien sûr par la réunion de la Réserve fédérale américaine. Ce sera surveillé tout à l'heure avec quelques statistiques. On a eu des données concernant les ventes, le marché immobilier, les ventes de logements en cours, une baisse de 0,2%, puis les commandes
biens durables qui, de leur côté, ont reculé de 4%. Ce sont surtout les résultats d'entreprise qui retiennent l'attention des opérateurs, avec la belle performance d'Apple qui est bien partie pour enregistrer sa meilleure séance depuis le mois d'avril 2014, plus 6,6%, 103,02 $ après la publication de ses résultats, certes en baisse. Le chiffre d'affaires a reculé pour le deuxième trimestre d'affilée, mais cela reste supérieur aux attentes. Les prévisions sont également encourageantes. Le titre en profite largement. Boeing également en hausse, plus 1,5% sur l'indice Dow Jones après la publication des résultats. Une perte pourtant sur le trimestre écoulé, la première en 7 ans pour le groupe Boeing, mais le groupe avait prévenu les marchés. Ces résultats ont été plombés par une charge exceptionnelle. Le titre donc en hausse de 1,5%. Si on regarde dans le détail, la performance est supérieure aux attentes. À l'inverse, vous avez Coca-Cola qui perd 3,6%, plus forte baisse de l'indice Dow Jones suite à une déception concernant le chiffre d'affaires qui est ressorti nettement en dessous des attentes de la communauté financière. Et puis on a parmi les autres publications Comcast dans le secteur des médias, c'est mieux que prévu, le titre prend 1,3%. Twitter de son côté chute de 12% après des déceptions sur le chiffre d'affaires, plus faible croissance du chiffre d'affaires depuis l'IPO en 2013 de Twitter. Et puis ce soir on aura bien sûr Facebook qui prend en attendant 0,6%. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous. On suivra donc et le communiqué de la Fed dans 2 heures maintenant et les résultats de Facebook ce soir après clôture. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française, et Alain Crouzat, le président de Montségur Finance. Je vous rappelle le CAC ce soir plus 1,2%, 4446 points. On efface complètement le choc qui a suivi le vote britannique du Brexit, en revenant donc sur les niveaux pré-Brexit. Bientôt 18h, vous avez rendez-vous avec Guillaume Paul et Marie-Cœur de Roy qui vous accompagnent jusqu'à 19h. L'heure H, c'est à suivre sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.